Bonjour tout le monde, bienvenue pour le live de ce soir. Alors le live de ce soir, il va aborder la thématique du haut potentiel, puisqu'on va avoir le grand plaisir de recevoir Hélène Jacques, que je vous présente rapidement. Alors Hélène, elle est psychologue spécialisée en neuropsychologie et depuis quelques années, elle a effectivement été confrontée à de plus en plus d'élèves ayant été identifiés comme haut potentiel, et donc elle s'est penchée sur la question. Et ce soir, elle va venir nous en parler, nous informer en tout cas puisqu'on va passer un bon 45 minutes ensemble. L'objectif étant de nous renseigner un petit peu sur le HP, qu'est-ce qu'on en sait, l'idée est-elle correcte, l'idée qu'on s'en fait, la représentation qu'on en a. Et puis, notre objectif est toujours le même, c'est essayer de vous outiller aussi déjà un petit peu, vous donner quelques pistes pour voir comment gérer tout ça au quotidien, que vous soyez à la maison avec des enfants HP ou peut-être en classe avec des élèves à haut potentiel, identifiés avec haut potentiel. Donc, on tentera d'avoir un maximum d'informations. Avant qu'Hélène nous rejoigne, je rappelle que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à notre invité, puisque vous pouvez utiliser le chat et laisser un message, une question, une demande. Nous, on tentera, en tout cas, moi, je jetterai un petit coup d'œil régulièrement ce soir et on tentera d'y répondre tout au long de l'interview. Je rappelle également aussi que si jamais vous deviez nous quitter en cours de route, les interviews restent disponibles sur la page Facebook. Vous pouvez revoir le replay quand vous le souhaitez. Et elles sont également disponibles sur la chaîne YouTube du festival Out of the Books. Voilà. Sans plus tarder, je vous propose qu'on retrouve Hélène. Hop. Et du coup, voilà. Voilà. Bonsoir tout le Bonsoir monde. Hélène, tu vas bien? Bien, bien, merci. Est-ce Merci que, d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler donc de cette thématique. Je dis, c'est vrai qu'on en parle beaucoup et que c'est une réalité de plus en plus sur le terrain en tant qu'enseignant, et puis beaucoup de parents aussi qui sont confrontés à ça et qui voilà, sont peut-être en demande d'informations, de mieux comprendre et comme on disait ensemble juste avant, surtout essayer de voir ce qu'on peut faire concrètement voilà, pour que ça fonctionne le mieux pour tout le monde. Donc voilà. j'espère pouvoir répondre au moins à quelques questions. Alors, on va peut-être commencer par le début, c'est-à-dire de dire finalement être identifié, parce que ça part d'un testing, hein, c'est l'idée que l'enfant, l'adolescent ou même l'adulte, parce que c'est pas que les enfants évidemment, on va identifier, en tout cas identifier aux potentialités. Qu'est-ce que ça Ouais, signifie concrètement? ouais. Alors en fait, c'est chouette, Donc, en fait, du coup, tu dises identifier, parce que justement, on est souvent confronté au diagnostic, au mot diagnostic, alors qu'en fait, Mhm, j'en profite, hein, du coup, je fais ce petit rappel, c'est que le haut potentiel intellectuel, c'est pas un diagnostic, que ça fait pas partie des catégorisations en santé mentale. Et en fait, ça a tout son sens que ça n'en fasse pas partie, on le verra après. Mais donc, pour identifier un haut potentiel intellectuel, à l'heure actuelle, on a ce fameux test de QI, en fait, qui sont des échelles mhm. validées. Donc, c'est quand même en termes d'outils, c'est quand même assez costaud, hein, puisque ça a été validé statistiquement. Euh, et en fait, c'est le seul outil officiel qu'on ait pour pouvoir faire une évaluation du potentiel intellectuel. Alors évidemment, ça ne suffit pas. Donc c'est intéressant de pouvoir utiliser d'autres outils, hein. On a des outils, des échelles comportementales par exemple, qui sont assez intéressantes. On peut aussi explorer via des questionnaires des besoins. En fait, l'idée du haut potentiel intellectuel, et on va le voir tout au long de l'interview, je pense, mais c'est vraiment de se reposer la question, en fait, finalement, de qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qui pose question, et vraiment d'essayer de remettre la personne en fait au centre de ce questionnement, parce que c'est souvent ça au final, le problème. En tout cas, moi, c'est vraiment contre ça que Mhm. je me bats, c'est qu'on oublie que derrière il y a une personne, une individualité avec toutes ses particularités, et donc voilà, je pense que ça c'est le plus important. Et donc oui, il y a des outils qui existent, mais on va dire que le test de QI reste, en tout cas, un des outils qui est important, quoi. On parle pas de haut potentiel Ok. comme ça, voilà. C'est pas de l'inspiration, quoi. Mhm. C'est pas de Ok. l'intuition. Et le test, il va se faire à quel moment alors cette idée de tester ça, toi qui reçois beaucoup de Ouais, parents ou qui travaille aussi avec les enseignants, à quel moment on se dit ça peut être intéressant mmh, vraiment de faire un testing et ouais. d'essayer de voir s'il y a effectivement du haut potentiel. Alors, de nouveau, c'est hyper individuel, hein, donc alors il y a énormément de demandes et je ne l'accepte pas toujours, donc c'est pas toujours ce que je vais finalement faire en premier.
parce que en fait, les demandes sont pas toujours justifiées, justement à cause de tous ces mythes qu'on a autour du haut potentiel. Finalement, moi, j'ai des parents qui vont arriver avec des associations haut potentiel et hypersensibilité ou haut potentiel et échec scolaire. Et puis, en fait, ben, voilà, en répondant un peu aussi à ces questions des mythes, ça nous fait prendre conscience qu'on n'est pas au centre du. Enfin, c'est pas ça la question. Et donc, alors on décale, Mhm. enfin, on décale ou on ne le fait pas. Ça m'est arrivé, franchement, de ne finalement pas faire d'évaluation parce qu'en fait, on s'est rendu compte ensemble en séance à l'anamnèse que c'était pas vraiment la question. Et donc, à partir de quel moment, moi, je pense que en fait, ça va déjà répondre du coup peut-être à la question aussi de qu'est-ce qui fait un haut potentiel intellectuel. Ben, c'est quand il y a vraiment une avance, quoi. Quand il y a une avance au niveau scolaire, il y a une avance au niveau des apprentissages et qu'il y a une question de saut de classe, par exemple. Ça vaut la peine de pouvoir Mhm. dire, OK, mais comment est-ce qu'on peut situer l'enfant face à la norme? Parce que, bon, voilà, comme je le dis, même si les tests de QI sont pas parfaits, ça reste quand même des outils qui ont été vachement étudiés, qui sont validés. Et donc, voilà, pouvoir situer l'enfant en termes de compétences, ben c'est déjà un bon moyen de savoir comment est-ce qu'il va pouvoir s'adapter au niveau de son enseignement. Et du coup, c'est souvent des questions effectivement plutôt de saut de classe, d'ennui scolaire. Voilà, ça c'est. Après, bon, l'utilisation du test de QI, il faut quand même le rappeler parce qu'on on l'oublie trop souvent. Les tests de QI comme tels, enfin ceux qu'on utilise pour le haut potentiel intellectuel, initialement, ils ont été créés pour évaluer la déficience intellectuelle, hein. Donc, petit rappel, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et qu'on utilise ces tests à gogo alors que ça n'a pas toujours le lieu d'être, quoi. Mhm. Ok. Il faut garder en tête ce qu'on évalue dans un test de QI. C'est pas non plus, c'est pas toute la personne, quoi. Mhm. Ok. Donc, j'entends des caractéristiques, enfin, ça reste très personnel, mais en tant qu'enseignant, parce que c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, on a des classes très hétérogènes, on va, oui, partir peut-être de fausses représentations, comme tu dis, ou en tout cas Oui, d'informations qui sont quand même largement communiquées, et de se dire qu'est-ce qui, en tant qu'enseignante, donc toi tu dis c'est l'élève qui est trop rapide, oui, qui est en avance par c'est des rapport facilités. au reste de la classe, qui a des facilités, mais jusque-là c'est pas très grave, sauf s'il y a de Mhm. l'ennui alors. Oui, ben alors en fait, Ouais. oui et non. Parce que, alors bon, ça c'est un discours un peu personnel, hein, mais je pense pas être la seule à le penser quand même. L'ennui, c'est pas mauvais non plus. Mhm. L'ennui, c'est aussi faire face à la frustration, c'est aussi faire face à un système qui est tel que celui qu'on a aujourd'hui, en tout cas en Belgique. Et il y a aussi toute une forme d'acceptation, de pouvoir se dire qu'est-ce que je fais avec mes bonnes compétences, qu'est-ce que je fais avec mon avance, est-ce que je peux peut-être en faire profiter d'autres, est-ce que je peux peut-être utiliser ça autrement. Et comme je dis, c'est aussi travailler cette notion de frustration, quoi, que c'est pas parce que j'ai un niveau intellectuel plus élevé que les autres que forcément je dois toujours aller plus vite et toujours être avant les autres. Donc, mais de nouveau, ça Mhm. c'est très individuel et parfois c'est très parlant quand on se retrouve face à certains jeunes, parce que voilà, il y en a qui vont avoir plus de mal avec ça, avec cette frustration, d'autres qui s'adaptent complètement. Donc, là peut-être que c'est peut-être le moment de rappeler hein, que en fait, donc effectivement les caractéristiques validées, on va dire, dans les dernières études sur le haut potentiel, c'est cette avance développementale, quoi, cette avance vraiment au niveau des apprentissages, du raisonnement, quoi. Il y a vraiment une vitesse d'exécution. Et par ailleurs, au niveau scolaire, puisque voilà, c'est vrai que tu posais cette question plus par rapport à un peu Mhm. en classe. En fait, le haut potentiel intellectuel, c'est un facteur favorisant, quoi. C'est vraiment un facteur de réussite scolaire et professionnelle. Donc, c'est quand même assez, voilà, il faut bien se le dire parce que c'est un des gros Mhm. mythes, c'est que les enfants à haut potentiel vont avoir plus d'échecs scolaires, vont avoir plus de difficultés en classe, alors qu'en fait, c'est pas ça que les études nous montrent, quoi. La littérature, elle nous parle pas de ça. Elle nous explique bien que s'il y a des difficultés, en fait, si un enfant à haut potentiel ou un ado à haut potentiel intellectuel a des difficultés scolaires, il y a d'autant plus de raisons de se pencher sur sa situation, parce qu'il n'y a en fait pas de raison qu'il soit en difficulté d'apprentissage. Et donc ça, c'est quand même intéressant, c'est de se dire, ben, du coup, un ado qui arrive, imaginons, parce que je pense des cas assez fréquents, quoi, mais en primaire, on va dire ça passe tout seul, puis on arrive en secondaire et là, il y a échec scolaire, alors qu'on sait que c'est un Mhm. gamin qui a des super bonnes compétences. Ben, en fait, il faut vraiment s'interroger, qu'est-ce qui a généré ça en fait? Et en fait, là, il y a plein de réponses. Il peut y avoir des réponses de type identitaire. Donc, le problème du haut potentiel intellectuel, c'est que quand c'est mal expliqué à l'enfant, il y a une forme de fausse croyance, quoi, une identification que j'ai un haut potentiel intellectuel et donc je dois réussir sans travailler. Et donc, c'est des ados qui Mhm. arrivent en secondaire et qui en foutent pas une parce qu'ils pensent que ça va aller tout seul.
bah, en fait, non, ça Mhm. marche pas. Bon, après, il y en a en primaire aussi, hein, qui ont déjà cette idée. Alors, il y a tous les enjeux familiaux aussi. Ça représente quoi, un haut potentiel dans une famille? C'est quoi l'enjeu? Qu'est-ce que j'ai à tenir, moi, en tant qu'ado, à qui on dit que j'ai un niveau plus élevé que les autres? Et donc, il y a aussi parfois quelque chose qui est très, très difficile à porter et qui va générer, en fait, au niveau vraiment de la place de l'enfant dans la famille, Mhm. en fait, quelque chose voilà, de trop difficile et qui génère aussi un désinvestissement scolaire, quoi. Qu'est-ce que tu conseillerais alors? Parce que être parent, comme ça, je dis, enfin, j'ai pas mal d'exemples en tête de parents que j'ai rencontrés qui sont un peu démunis aussi par rapport à ça, de se dire, ben voilà, moi, c'est effectivement, on a observé très tôt l'avancement de notre enfant Mmh dans un mh. bon nombre d'apprentissages. C'était une de mes questions que j'avais aussi en tête pendant que tu parlais. Dans tous les apprentissages ou dans certains apprentissages? Beh, alors donc ici évidemment, de nouveau, le haut potentiel intellectuel tel qu'il est évalué par le QI, c'est effectivement, c'est un certain nombre de compétences. On n'évalue pas, la musique, l'art, enfin le Mhm. dessin, donc c'est vrai que voilà, ça reste, pour rappel, le test de QI, il y a une échelle verbale, une échelle visuo-spatiale, une échelle de raisonnement fluide, donc c'est de la logique, de la mémoire de travail et de la vitesse de traitement. Donc en dehors de ça, le En QI dehors ne de ça, le l'évalue QI ne pas. l'évalue Et donc c'est pas. Mhm. sûr que alors ça, ce sont des compétences qui sont très scolaires. Donc c'est vrai qu'on peut faire le lien quand même avec l'école. Ça va nous Mhm. donner comme un indicateur au niveau de comment l'enfant va pouvoir se positionner, enfin voilà, et s'ancrer dans les apprentissages. Mais avoir un haut potentiel, alors là, on va rentrer plus dans les détails techniques, mais on peut tout à fait avoir des zones de haute potentialité. Donc en tant que psychologue, quand on fait des tests, il n'est pas rare d'avoir des jeunes qui vont avoir, par exemple, une zone de haute potentialité au niveau verbal. Et donc, en fait, ils vont avoir Mhm. un très très bon niveau verbal et peut-être que le reste va rester dans une moyenne, une bonne moyenne. Alors, bon, c'est très rare d'avoir un haut potentiel verbal et puis d'être pas bon du tout dans le reste, évidemment. Les écarts sont quand même pas à ce point. Mais par contre, de plus en plus, et on invite d'ailleurs dans les formations, on invite vraiment les psychologues à parler plutôt de zones de haute potentialité. Ça a beaucoup plus de sens en fait, parce que de nouveau, c'est prendre la personne dans sa globalité, c'est de dire ok, mais en quoi est-ce qu'elle est bonne, et puis en quoi est-ce que peut-être elle peut aussi avoir des fragilités. Il y a tout l'aspect Mhm. aussi motivationnel. Hein, ben voilà, si ça me plaît, je vais peut-être investir ce domaine-là, qui fait que du coup, je vais développer mes compétences. Euh, qui sont par ailleurs déjà présentes. Hein, donc on a des habilités sous-jacentes qu'on va développer ou non. Et donc effectivement, là, Mhm. c'est là qu'intervient la motivation. De toute façon, de manière générale, c'est vrai que si je me sens bon dans un domaine, ma motivation va être plus importante parce que j'ai un sentiment de compétence qui est plus Voilà. élevé et donc forcément, c'est assez naturel de plus investir. Mais c'est vrai que c'est assez fréquent que, comme on en parlait un peu avant, Mmh, une sorte de choix. Je sais pas mmh, quelle vision tu as mmh, par rapport à ça. Des élèves qui vont choisir d'investir énormément. Effectivement, ils vont être remarquables dans certains mmh, domaines et puis de mettre de côté vraiment ouais, un bon nombre d'infos, se disant que ce n'est pas intéressant, pas utile, que ça n'a ouais, pas de sens. Et donc, finalement, ça crée des lacunes assez énormes puisque l'élève a choisi aussi de ne plus du tout investir dans ce domaine-là, le justifiant comme étant peu utile ou peu ouais. intéressant. Oui, et en fait, de nouveau, là, pour moi, on sort du haut potentiel intellectuel dans le sens où, en fait, c'est intéressant d'aller voir. Enfin, moi, j'adore, quoi, du coup, interroger l'enfant, l'ado. Ok, ça t'intéresse pas, mais est-ce que finalement, il n'y a pas du sens quand même à aller explorer ça parce que, ben voilà, t'as un niveau de connaissance qui est hyper élevé. Comment est-ce que, enfin, c'est aller trouver un peu les leviers chez l'enfant qui va lui permettre, en fait, de. Alors, on lui demande pas d'être bon dans tout, évidemment, mais de plus que de s'investir à minima parce que c'est la règle de nouveau, parce que c'est faire face à la Mhm. frustration. Enfin, en fait, après là, on rentre dans des principes éducatifs beaucoup plus larges, mais c'est vraiment important, quoi. C'est pas parce que, enfin, ouais, c'est pas parce qu'on a un haut potentiel intellectuel que pour autant, on va pouvoir faire ce qu'on veut, quoi. Moi, je donne souvent un petit Mhm. exemple à mes patients. Bon, alors au début, je le donnais aux petits, et puis je me suis rendu compte que ça marchait bien avec les grands aussi, et même avec les adultes. Et je dis, en fait, c'est comme si on avait une Ferrari au garage. C'est super d'avoir une Ferrari dans le garage, mais si on ne sait pas comment on met l'essence et comment on ouvre la porte du garage, ça sert à rien, quoi. Et donc, en fait, apprendre à se connaître, apprendre à savoir quels sont ses points forts, comment ça fonctionne, comment est-ce que je vais pouvoir utiliser cette super voilà, Ferrari. Ça a du sens, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher tout seul, quoi. Et donc, je pense que Mhm. il y a vraiment ça, enfin, en tout cas, dans mon discours, et ça, j'insiste, voilà, c'est moi qui défends ça, mais aussi parce que j'ai une casquette de neuropsych. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui venaient pour des bilans, et puis voilà, on se retrouvait plutôt dans le domaine de la psychopathologie, parce que ça peut aller jusque-là. Euh, mais en fait, c'est important de garder ça en tête, quoi. C'est que le haut potentiel intellectuel à lui seul,
ne représente pas toute la personne, quoi. Il y a une personne Mhm. derrière qui est, voilà, qui a ses particularités aussi, tout à fait Du individuelles, en fait. centre. Mhm. Mel posait une question, c'est vrai que c'est Ouais, une question que je t'avais posée également, c'est de ouais, savoir finalement, tu as en partie répondu ici, mais ouais, quels seraient les avantages alors à se faire tester? Ce que tu dis, il faut être faire attention en fait ouais. finalement. L'enfant qui est testé, comment est-ce que c'est véhiculé dans la famille? Mmh Quelle est mh, la mmh. position que lui va prendre, Ouais. sachant que il a un potentiel plus Mmh élevé? mh. De se dire finalement, est-ce que c'est vraiment intéressant ou est-ce que finalement, si tout va bien, même s'il y a une suspicion, est-ce que c'est pas mieux de ne pas Ouais, faire tester? ouais. Bah, c'est une vraie question sincèrement et moi je passe beaucoup de temps quand même, je quand il y a vraiment une question purement au potentiel intellectuel, je fais pas j'accepte jamais le bilan tout de suite, quoi. Il y a vraiment un temps de réflexion, enfin déjà il y a ce premier rendez-vous d'anamnèse, en fait, d'analyse vraiment de la situation. Qu'est-ce qui vous amène à penser ça? Alors pour être tout à fait honnête, la plupart du temps, en fait, quand il m'explique pourquoi il pense à ça, il m'explique des mythes, alors des mythes ou des choses qui ne sont pas associées au potentiel intellectuel. Donc ça réduit déjà l'intérêt du bilan parce que Évidemment, souvent c'est parce que associé souvent, à, c'est assez voilà, à de l'hypersensibilité, à des difficultés relationnelles, enfin à des choses où voilà aujourd'hui, enfin, j'allais dire malheureusement, mais en fait non, c'est très bien. Mais aujourd'hui, on n'a pas de données probantes là-dessus. Quoi. On ne peut pas dire mmh. qu'avoir un potentiel intellectuel amène à des difficultés à plus de difficultés relationnelles ou à plus de difficultés émotionnelles. Bon, sur les émotions, il y a débat, entre guillemets, il y a encore pas mal d'études qui sont en cours. Et il y a des hypothèses qui sont surtout en cours par rapport au traitement en fait de l'émotion. Mais en tout cas, on peut pas, c'est pas, il n'y a pas de catégorie quoi. À l'heure actuelle, on n'a pas une checklist où on peut dire au potentiel c'est ça, 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 ça et ça, et Mmh. donc on rentre dans une case. Et en même temps, moi, je trouve que c'est une méga bonne nouvelle, quoi. C'est de se dire, en fait, chouette, il y a un être humain derrière, il y a toute une histoire, et on va aller creuser aussi ce qui les a amenés en consultation. C'est quoi la souffrance, quoi? Moi, c'est un mot que j'utilise beaucoup et qui parfois peut-être dérange, mais la vie, c'est plein de souffrances, quoi. Et en fait, pouvoir simplement accepter ça et valider que, ok, ben en fait, là, moi, j'ai une personne en souffrance. Elle pense que c'est probablement dû au potentiel intellectuel, mais on va aller regarder ensemble si c'est vraiment ce potentiel intellectuel qui la met en souffrance. Et ça peut, vraiment ça peut, mais ça peut aussi ne pas. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est Mmh. qu'il y a toute une série de personnes qui, et je pense que c'est très rassurant, hein, c'est hyper humain en fait, hein, d'avoir besoin de se catégoriser, besoin de se... On est dans une société où on prône, on dit qu'il faut De arrêter les comprendre. diagnostics, les étiquettes, mais en même temps c'est hyper Mmh. rassurant. Parce que ça permet de s'identifier, de se comparer, voilà, il y a quelque chose de l'appartenance sociale. Donc, je pense que c'est une vraie démarche, quoi. C'est une vraie réflexion qu'il faut avoir. Et donc, je suis pas sûre qu'il y ait toujours des avantages à se faire tester. Et même Mmh. quand on a discuté, qu'on a pris le temps, moi, je prends vraiment le temps d'expliquer aussi les enjeux, le pourquoi. Ça m'est arrivé d'avoir un retour après bilan d'un patient. Pourtant, j'explique bien à quel point il n'est pas question de se faire tout d'un coup de se la péter ou enfin, voilà, de penser plus haut que les autres. Et la séance d'après, il me dit, je ne sais, j'ai plus le terme exact, mais ça m'a vraiment, je me suis dit, mon Dieu, j'ai raté mon boulot. Mais il a dit, oui, mais bon, moi, comme je suis un génie, ou je sais plus si c'était génie ou Mmh. comme enfin, je sais plus c'était quoi le terme, mais bon, il y avait quelque chose de, voilà, je me suis dit, bah, en fait, ça, c'est tout ce que je veux pas, en fait. Euh, c'est, Mmh. c'est réduire la personne à un mot, à un terme, à une étiquette. Dans ce que tu expliques, il y a quand même forcément, bah, il y a déjà le QI. Mhm. Comme tu dis, bah, on va se rendre compte qu'il y a un avancement précoce. Donc, l'élève est en avance, l'enfant est en avance, ou en tout cas a développé un niveau de compétence dans certains domaines qui est plus élevé, ce qui le rend forcément différent d'une norme, si on peut Parfait. dire ça, Ouais, ouais. dans un système. Est-ce que c'est cette différence qui peut amener, pour certains, de nouveau, je fais Ah oui. attention à ce que je dis, Ouais, pour certains, des difficultés au niveau comportemental, parce que il y a ce mythe de dire, comme tu dis, tous les enfants ou ouais, toute personne à haut potentiel ne va pas forcément rencontrer cette ouais. difficulté-là. Mais est-ce que l'origine de se dire, il y en a quand même un bon nombre qui, dans le système scolaire, ont du mal à trouver leur place, mais je me dis, c'est vrai que notre système scolaire reste quand même encore Mhm. assez... Enfin, je trouve qu'il y a peu de place pour l'individualité, Mhm. c'est-à-dire que l'individu en tant Mhm. que personne différente Ouais. d'un système, on doit quand même tous un peu rentrer dans ce moule. Est-ce que c'est ça qui peut amener parfois cette
oui, cette fréquence, avoir des Ouais. élèves à haut potentiel qui ont du mal à se plier à Mmh. certaines contraintes, à certaines limites, à certaines obligations, là où ils aimeraient peut-être plus faire leur choix. Mais je pense que en fait, tu réponds à la question, en la posant. C'est que oui, pour une partie, peut-être que oui, mais pas pour tous. Et le gros piège, c'est Mhm. de penser que enfin, c'est de rester dans cette idée que c'est une possibilité parce que, hem, avoir des troubles du comportement, c'est individuel, quoi. C'est pas le haut potentiel Mhm. intellectuel qui amène des troubles du comportement. Et les troubles du comportement, ben voilà, c'est un trouble neurodéveloppemental. Enfin, il faut aller voir, il faut aller chercher ce qu'il y a derrière, mais potentiellement, il y a peut-être quelque chose d'assez précis derrière. Et en fait, c'est parce qu'on a aussi une mauvaise connaissance de tout ça, hein, de la psychopathologie, de qu'est-ce que c'est réellement un TDAH, qu'est-ce que c'est un trouble oppositionnel, qu'est-ce que c'est, j'en sais rien moi, un trouble anxieux. Enfin, et donc en fait, comme on a une mauvaise Mhm. connaissance de tout ça, on le sait, hein, notre cerveau, sa plus grande qualité, c'est qu'il fait des résumés. Il a toujours, enfin, il va au plus vite, quoi, au plus vite, au plus facile. Et donc en fait, ici, c'est vrai que oui, ça peut amener effectivement, de la frustration, comme je disais, hein, cet ennui qui va amener, mais est-ce que pour autant ça doit amener à vraiment avoir des comportements qui sont inadéquats? Ça, je voilà, je n'y crois pas. Pour moi, alors là, il y a quelque chose de l'ordre du facteur individuel qui vient, se mettre dans l'engrenage, quoi. Mais ce n'est pas Mhm. la responsabilité n'est pas au potentiel intellectuel, en fait. Je Mais rappelle tu disais, souvent, ça peut toucher à l'identitaire, c'est-à-dire oui, lié à cette identification qui fait que voilà, l'identité va générer un comportement, voilà. ou à l'environnement. L'environnement scolaire reste quand même aussi quelque chose qui peut influencer, qui peut convenir ou ne pas convenir Ouais. à un bon nombre d'élèves. Oui, et donc en fait, Ok. comme tu le dis, c'est pas un lien de cause à effet direct, quoi. C'est parce qu'il y a l'identité, que du coup il y a la pression, qu'il y a peut-être, enfin, il faut aller plus loin, quoi. Je pense que c'est vraiment Mhm. intéressant ça de bien se rendre compte que c'est rarement, vous voyez, un lien direct, quoi. Et Mhm. moi je rappelle souvent, hein, parce que je trouve que c'est quand même important de se le rappeler, si on regarde dans le dictionnaire, c'est quoi l'intelligence? C'est la capacité de s'adapter, quoi. Gardez ça en tête, donc avoir un haut potentiel intellectuel, a priori, c'est des meilleures facultés d'adaptation. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus de quoi on parle. Et donc, enfin, c'est vrai que ça, j'en parle un peu plus longuement quand je donne des formations. Quand on parle de haut potentiel intellectuel, on parle tous de choses différentes. Il y a ceux qui parlent d'intelligence, comme, voilà, comme moi je vais parler aujourd'hui, vraiment d'intelligence, évaluée avec un QI. Puis il y en a, ça m'arrive en formation, je commence souvent en demandant aux participants, c'est quoi pour vous? Et en fait, il y en a, ils partent dans des trucs 100% émotionnels. Ah, le haut potentiel, c'est l'hypersensibilité. Ok, ben, on parle déjà pas de la même chose. Donc, comment est-ce qu'on veut s'y retrouver? Donc, moi, j'imagine même qu'un Mhm. enseignant qui se retrouve dans une classe et qui, en fait, a peut-être pas la même vision du haut potentiel que son collègue, ben, ils vont pas voir les mêmes élèves à haut potentiel. Et donc, Mhm. il y a déjà une confusion, quoi. Le vocable est pas hyper évident, quoi. Oui, et puis comme je disais, je pense que il y a la fausse représentation et puis parfois il y a un manque de connaissances parce que ça reste quand même, enfin voilà, tous les enseignants n'ont pas été formés non plus à tout ça, n'ont pas reçu les informations, Mm. donc c'est intéressant aussi de nuancer le propos. Je vois que Lidvin Oui, parle d'un des élèves en P2 en disant il a été diagnostiqué, donc en tout cas identifié comme étant à haut oui. potentiel, alors qu'il n'était pas nécessairement en avance par rapport aux autres. Par contre, on remarque que depuis il a passé le test, il régresse dans son soin, sa participation en classe. Comment l'aider, que mettre en Mm. place? Ben alors, moi, j'aurais une question. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'ils ont fait des tests, du coup, s'il n'y avait pas d'avance? Enfin, qu'est-ce qui les a amenés à faire des tests? Mhm. Parce qu'en fait, c'est ça la question. Oui. C'est la question qu'on se Ouais. pose pas assez. OK, mais pourquoi en fait, il y a pas d'avance? Donc il est pas spécialement plus doué. Donc là, il a probablement s'il régresse, enfin ça lui fout une pression à coup sûr. Enfin je fais de Mhm. l'interprétation sauvage, je me dis: «Pauvre gamin, 2e primaire, bam, il a rien demandé à personne et on lui annonce qu'il est meilleur que les autres». Waouh! C'est alors qu'il avait pas des Mhm. meilleurs points que les autres. Donc bonne nouvelle quoi. Mais donc ce serait intéressant d'aller, je sais pas si elle peut, donner des précisions, alors, il faut savoir, moi, je deviens malheureusement un peu critique. Je le reconnais, on va dire, faute avouée, à moitié pardonnée. Je deviens assez critique aussi sur la manière dont sont faits les bilans. Il faut savoir qu'il y a, quand on sort de psycho, on n'est pas forcément super bien formé à la passation des tests. C'est une réalité. Il y en a plein qui font des fautes. Moi, je fais partie d'un groupe d'échange voilà, entre neuropsy. Si vous saviez le nombre de trucs qu'on voit parfois de gens qui posent des questions, enfin de psy qui posent des questions sur des résultats de tests qui sont en fait mal corrigés ou enfin voilà, c'est quand même un peu terrible. Et alors surtout, il y a quand même des grands centres, voilà, un peu partout qui font des passations à leur sauce, quoi.
Alors qu'on rappelle que c'est Mhm. des outils qui sont validés avec un certain type de passation. Donc, il faut être un peu psychorigide dans la passation d'un test de QI. Ou alors, il ne faut pas utiliser les normes, mais on ne peut pas se permettre de commencer à faire n'importe quoi. Et voilà, de sources sûres, il y en a qui font n'importe quoi. Mhm. Donc, Mais ça j'aime avait bien, été, il y a eu des reportages d'ailleurs sur le sujet, hein, je pense à ouais, de nombreuses reprises sur sur un des comment centres. Et certains puis, centres ouais, bah, fonctionnaient effectivement. entre-temps, Ouais. il y en a d'autres qui font pire, mais bon, voilà. Mhm. Euh, Est-ce que au niveau des outils, des choses que à partir du moment où il y a eu identification, ouais. qu'effectivement on a envie d'aider l'élève et on a envie en tout cas de oui de faire en sorte que ça se passe au mieux. Ah voilà, Lydvine mais que c'était par rapport à la fratrie plus que Ouais. qu'il y avait un avancement peut-être par rapport à certaines choses. Ouais, donc il y a quelque chose de très narcissique quoi là-dedans, hein. Qu'est-ce qui fait qu'en tant que parent, j'ai besoin d'aller tester mon enfant? Moi, je trouve ça terrible. Franchement, on instrumentalise nos gosses, quoi. Mais s'il y a pas de raison, en fait, moi, en tant que neuropsy, je le fais pas. Si c'est juste pour Mhm, voir s'il est meilleur que ses frères, quoi, mais en fait, enfin ou pas, je dis pas que c'est pour ça, mais en fait, pourquoi répondre à une question qui n'est pas? Hem, OK. Mais donc voilà, enfin, ça vaudrait vraiment la peine, quoi, d'aller creuser cette demande, quoi. Qu'est-ce qui fait que cet enfant a été envoyé faire un bilan? On joue pas avec la santé mentale, quoi. Moi, ça, je le dis et je le redis, c'est compliqué, quoi. Ouais, comment s'y retrouver pour choisir où passer les tests? C'est une bonne question. Moi-même, je commence à me poser la question. Hem, Franchement, c'est pas facile. Après, il y a plein de bons psys et neuropsys, hein, je dis pas, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Moi, je dirais le seul point d'attention, c'est, ces fameux, ça va paraître bizarre ce que je veux dire, mais au plus ces centres spécialisés, surspécialisés, parfois ça sent pas bon, quoi. Mais je suis désolée, je sais pas, j'arrive pas bien à répondre à cette question parce que voilà, je veux rester, correcte. Je me dis qu'un jour, enfin, on est plusieurs neuropsy on tente de faire une plainte là, ça fait des mois, enfin des années qu'on est dessus. C'est extrêmement compliqué parce qu'il n'y a pas d'instance juridique en Belgique au niveau psy. Donc voilà, mais un jour ça sortira et donc j'espère qu'un jour on pourra un peu mieux s'y retrouver. Mais ça reste, on est des humains enfin, au service de l'humain et donc ça reste compliqué quoi de s'y retrouver. Mais mhm. à En quoi tout ça cas, va consister? j'entends que je vais faire tester, en tout cas à partir du moment où tu utilisais le terme de souffrance, à partir du moment où il y a vraiment quelque chose qui révèle il y a des vraies questions qui se posent. Comme tu disais, on parle peut-être de le faire sauter de classe parce qu'il y a un ennui scolaire qui Ouais. s'installe et qui est fort marqué. Il y a Mmh. une forme de souffrance qui va s'identifier et qu'on va essayer Ouais. de comprendre l'origine. Euh, mais Une donc, baisse d'estime de soi, quoi, par exemple, tu vois? Ça pourrait être des enfants comme ça qui se sentent, ils ont l'impression qu'ils sont nuls alors qu'en fait tout le monde voit bien que ça tourne bien, quoi. mhm. Voilà, je pense que là, oui, effectivement, si, l'estime de soi, surtout à l'adolescence, faut faire gaffe, donc c'est quand même important à ce moment-là, peut-être se poser les bonnes questions, quoi. Et ouais, par rapport à la question, Euh, Oui, je vois plusieurs questions qui ouais, arrivent. J'essaye de les jeter un petit parents à coup sévère. d'œil. Donc, En fait, je pense effectivement que, il y a rien à faire. On préfère que son enfant soit à haut potentiel intellectuel que de savoir que son enfant, je sais pas moi, je vais faire un truc hyper radical, mais a un trouble psychiatrique, quoi. Je prends des extrêmes extraits, hein, mais il y a rien à faire. Ça reste l'intelligence dans notre société, c'est vu comme un truc un peu waouh, quoi. Alors malgré toutes les mythes qu'on associe à ça, on préfère quand même toujours que ce soit ça. Je pense que oui, là, enfin, mhm. je vous rejoins un peu, je ne sais plus qui, mais Je voyais Letty qui met expérience perso. Notre fils a été ouais, diagnostiqué HP sans le vouloir, car nous avions été voir une neuropsy, ouais. car on suspectait un trouble de l'attention. Il a eu énormément de facilité en primaire. Cette année, il est en première secondaire et là, il ne veut plus rien faire, décrochage scolaire, Ouais, mal-être. Nous n'avons jamais insisté sur le fait qu'il soit mmh, HP. Je dois avouer être perdue sur cette ouais. attitude. Et effectivement, ça m'arrive aussi parce que dans le bilan neuropsy, quand on fait un bilan neuropsy complet, le QI reste un outil vraiment intéressant. Donc ça, alors autant moi je fais plus de tests neuropsy psychométriques, autant le QI, ça a vraiment du sens. Enfin, en tout cas pour moi dans ma pratique, je trouve que c'est intéressant de voir justement comment l'enfant fait face aux tests, enfin voilà, à la difficulté, etc. Et donc effectivement, comme le dit Letty, ben oui, parfois en fait
on s'y attend pas et on tombe sur cette info-là. Et en fait, je pense que c'est d'autant plus important, effectivement, d'accompagner du coup le jeune pour. En fait, ce serait intéressant d'aller voir quelle est sa représentation justement lui. Comment est-ce qu'il s'est identifié là-dedans. Alors, je ne sais pas si finalement du coup il y a un TDAH ou pas, mais j'imagine que s'il y avait TDAH, c'est qu'il y avait quand même des difficultés, ou en tout cas s'il y avait une suspicion, je veux dire, c'est qu'il y avait des difficultés. Et donc, ce serait intéressant de voir comment est-ce que lui fait cette association en fait entre ces difficultés attentionnelles et le fait enfin, que dans le rapport, il y ait le fait qu'il ait des bonnes compétences. Alors clairement, première secondaire, c'est le début de l'adolescence, c'est un gros changement au niveau quand même scolaire, hein, on le sait. Et c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer ce passage enfin voilà, qui est vraiment difficile en fait pour les jeunes et pour leur identité, quoi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de comment est-ce qu'ils vont se développer. Mais je pense que là, il y a le truc enfin voilà, la petite question que j'aurais, c'est qu'est-ce qu'il en est finalement de ce TDAH, parce que je Oui, pense que oui, c'est. donc elle a confirmé, elle a dit qu'il Ah, était avec trouble de l'attention. Oui. ok. Bah oui, bah donc euh, ça trouble de l'attention. Enfin, je ne sais pas du coup. Enfin après, je vais pas faire de l'individuel peut-être, mais trouble de l'attention. Comment est-ce qu'il est traité? Enfin, comment est-ce que il est pris en charge pour ça, hein? Je rappelle le TDAH, la prise en charge recommandée au niveau des recommandations internationales, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Ça veut dire que c'est des thérapies individuelles, justement pour permettre aux jeunes d'appréhender, voilà. Un peu, enfin, en tout cas, d'apprivoiser son TDAH, de pouvoir vivre avec ça et surtout quand on a des très bonnes compétences, de pouvoir se dire ok, mais comment je vais faire face à mes difficultés malgré mes très bonnes compétences Mhm. intellectuelles. Enfin, comment tout ça vient s'intégrer en fait. Et de nouveau, on en revient à ce que je disais au tout début, quoi. Comment prendre la personne dans sa globalité pour en faire quelque chose de juste et pour proposer un suivi et qui soit totalement adapté à la personne. Mhm. Après, tu disais aussi, j'entends Letty qui dit il y a une facilité à l'école primaire de se dire bah, finalement il y a Mm. cette avance, il y a cette facilité au niveau d'un bon nombre d'apprentissages. Je sais plus si c'est quand on en a parlé ensemble ou si tu l'as dit tout à l'heure ici maintenant dans l'interview, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent rien faire. Et c'est vrai que quand on arrive en secondaire, Mm. euh, bah, il y a plus de travail, il y a plus de demandes, il y Oui. a plus de rigueur qui est attendue. Et Mm. donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vois fréquemment, l'enfant qui finalement, grâce à ses facilités, a pu s'en sortir un temps, Oui. pensant que finalement, il va toujours s'en sortir grâce à Ah oui. ses acquis, grâce à cette Oui. facilité ou cette rapidité d'exécution qui le Hyper souvent. caractérise? Mais alors, donc, clairement, plein. Enfin, c'est hyper fréquent, quoi. Il y a vraiment, et j'ai beau le dire, enfin, comme je donne l'exemple de tout à l'heure, quoi, de ce génie-là qui arrive, alors que j'ai jamais dit ça, quoi. Mais donc, il y a une croyance Mhm. qui se crée. Mais il faut savoir que dans les cours de récré, ils parlent de ça, hein. Donc, moi, mon fils, j'ai un livre HPI qui est visible et il est revenu en quatrième, cinquième primaire en disant ah et un tel, tu sais, il est zèbre, hein, bon ben voilà, et donc en fait ils en parlent et donc ils en parlent avec leurs mots d'enfant, avec ce qu'ils ont compris, avec ce qu'on leur a dit. Enfin, c'est un peu téléphone arabe, quoi. On sait pas trop ce qu'il en reste, Mhm. mais en tout cas, et oui, clairement. Après, bon ici moi de nouveau j'insiste sur le fait que je partage ma pratique parce que sinon je ferais l'inverse de ce que je prône, c'est-à-dire que ça reste du biais, quoi. C'est du biais, ce qu'on appelle, enfin, comment on appelle ça, du biais de sélection. C'est que moi, je vous parle de ma pratique, des patients qui viennent me voir, avec le fait que ben, je propose de l'accompagnement de personnes à haut potentiel. Donc, c'est déjà tout à fait biaisé. Je ne parle évidemment pas de toute la population générale HPI qui va très bien, qui vit sa vie, qui n'ont jamais consulté, qui n'ont jamais eu besoin de consulter. Et en fait, ça, il Mhm. y en a énormément. Et donc, c'est ça, les dernières données scientifiques nous montrent à quel point, finalement, dans la population générale, on a la plupart du temps, en fait, des personnes avec le potentiel intellectuel qui vont très bien, quoi. Très bien. Qui vont très Mhm. bien, qui sont en Je me... souffrance, et toute personne est en souffrance, quoi. Mhm. Oui, c'est ça, mais ils vivent, comme tu dis, très bien Mm. avec ça. Je voulais rebondir sur ce que Sandrine disait parce qu'elle parlait de cette question de l'avancement d'une année, puisqu'on Oui, l'a oui, oui, mentionné tout à ouais, l'heure, en disant effectivement, est-ce que finalement c'est une bonne stratégie de proposer à un enfant au potentiel si on constate un ennui mm, scolaire? Elle dit, l'enseignante disait qu'elle n'avait plus rien à lui apprendre, mm, et que donc il était conseillé d'eux, mais il semblerait que finalement elle conseille l'inverse à ses ouais. élèves, disant ne faites pas la même erreur que moi. Quel est ton regard par rapport à ça, cette proposition d'avancer plus vite que les autres? Ben, effectivement, dans les études, il y a Nicolas Gauvrit qui parle beaucoup de ça, pour ceux que ça intéresse. C'est un Français qui est spécialisé dans le potentiel intellectuel. Et il a fait pas mal d'études justement sur tout ça, enfin, sur les aménagements scolaires, quoi. Et donc, en fait,
Les études montrent que ce qui est le plus efficace, ce qui a les meilleurs résultats, c'est ce qu'on appelle l'enrichissement. Donc, c'est le fait de plutôt proposer à l'enfant d'aller plus en profondeur dans la matière plutôt que de l'avancer euh, au niveau des classes, quoi. Parce qu'il y a toute la Mhm. maturité justement émotionnelle, etc., qui parfois peut poser problème. Après, ici, moi, je serais intéressée du coup de savoir, en tout cas dans le cadre de Sandrine, du coup, qu'est-ce qui fait qu'elle regrette? Parce que de nouveau, là, on rentre dans l'individuel, et ça, c'est intéressant. Ok, mais qu'est-ce qui fait que pour cet enfant-là, à un moment donné, on s'est dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Alors, moi, j'ai entendu des élèves qui ont fait des classes sans avoir eu de QI, bah, moi, ça me choque tout autant, en fait, au final. Enfin, je veux dire, en fait, c'est des choix difficiles, je pense. A priori, moi, j'aurais envie de dire, si l'enfant est bien dans son année, laissons-le, quoi. Laissons-le et apprenons-lui plutôt à profiter de ses bonnes compétences, soit en aidant les autres, soit en ayant voilà, en s'adaptant, en fait, parce que la vie, ça va être une éternelle adaptation. Mhm. Après, de nouveau, j'ai pas un avis tranché, enfin, j'ai pas un avis généraliste pour ça. Je pense qu'il y a des enfants qui vont avoir des sauts de classe et qui vont très bien marcher. Il y a des enfants qui sont nés en janvier et qu'on met un an à l'avance en maternelle et on ne se pose jamais la question du fait qu'ils sont un an à l'avance. Donc, de nouveau, c'est très, très individuel et ce serait vraiment intéressant de savoir qu'est-ce qui fait que dans ce cas-là, c'était pas une bonne idée, quoi, par exemple. Mhm. Je rebondis sur l'intervention de Virginie parce que Ouais. elle mentionne ce rapport. Donc, elle parle de son enfant donc qui a fait un test d'hyperactivité qui s'avère négatif, mais pour qui le QI met en évidence des zones de haut potentiel à l'âge de 5 ans. Est-il judicieux de refaire un test de QI si l'enfant est en conflit régulier par rapport à l'injustice et souvent ne répond pas tel qu'attendu, même si les réponses sont correctes dans le secondaire? Euh, je pense à le sentiment d'injustice. Est-ce que c'est aussi une fausse Ouais, bah, représentation? oui. En fait, moi, je dis toujours, quand on me dit ça, je dis, mais en fait, le sentiment d'injustice, bah, moi, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est bonne nouvelle, quoi. En fait, si votre enfant n'a pas de sentiment d'injustice, c'est potentiellement, il pourrait rentrer dans la case des psychopathes. Je dis ça en rigolant, mais en fait, c'est juste, c'est très juste, en fait. Surtout à un certain niveau de développement, pouvoir percevoir l'injustice, en fait. C'est un super apprentissage. Et de nouveau, c'est l'apprentissage de la réalité, c'est comment se confronter au monde, c'est comment vivre ces injustices. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller creuser de nouveau ce qu'il y a derrière, quoi. Ok, mais la sensibilité, elle vient d'où? C'est quoi le point de départ, en fait? C'est quoi le déclencheur de ce sentiment d'injustice? Euh, mais c'est plutôt, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle que l'enfant est connecté. Et si ça prend des proportions, alors c'est que probablement, effectivement, il y a quelque chose qui est peut-être trop envahissant, qui est peut-être trop, enfin, qui est peut-être du côté plus pathologique, mais qui n'est pas de nouveau lié au potentiel intellectuel spécifiquement, quoi. Ça, en tout cas, c'est Mhm. pas. Et de nouveau, ces mythes-là, je ne sais plus si on l'a dit en dehors ou, ou en visio, mais Pendant l'interview, oui. direct, ouais. Il faut bien rappeler hein, que tout ce que je raconte là, je sais que ça peut parfois être très très confrontant parce qu'il y a beaucoup de livres, hein, comme Trop intelligent pour être heureux, Surdoué, bazar bol, je sais plus quoi. Enfin, il y en a eu plein en fait qui ont été écrits à l'époque, les premiers livres que beaucoup de gens ont lus. Mais il faut vraiment pas oublier que ces livres, ils ont été vraiment écrits sur base des études qui, à l'époque, étaient des études qui étaient faites sur des patients qui consultaient. Donc la majorité de ces études ont des gros gros billets de ce qu'on appelle des billets d'échantillonnage. Ça veut dire qu'on allait en psychiatrie, on allait dans des centres de consultation pour évaluer les personnes à haut potentiel intellectuel. Et donc forcément, en fait, on a trouvé des difficultés. Et puis, entre autres, les équipes à l'UCL de Jacques Grégoire qui ont fait un travail assez incroyable. Il y a plein d'études, enfin, il n'y a pas que, hein, mais donc, il y a plein d'études plus récentes qui ont pu, en analysant des populations plus générales, mettre en évidence le fait qu'on ne retrouvait pas ces particularités plus en fait pathologiques. Alors quand je dis pathologique, c'est pas grave, hein, on est tous un peu pathologiques, donc pas de stress avec ça. Mais en tout cas, voilà, on se rend compte que ces histoires justement hein, du fait que le HPI c'est un facteur protecteur au niveau de la santé mentale, au niveau de la, comme je disais tout à l'heure, de la réussite scolaire et professionnelle. Donc il y a plein de choses positives qui sont ressorties quand on a élargi l'échantillon à la population générale. Et ça invite vraiment Mhm. à chaque fois dans son raisonnement se dire ok, mais est-ce que l'enfant que j'ai en face de moi, son comportement peut être lié uniquement, enfin peut être associé uniquement à son potentiel intellectuel, ou peut-être que ça vaut la peine que j'aille comprendre ce qu'il y a derrière ce comportement. Et là, moi, je trouve, en tout cas en tant que psychologue, ça donne à fond du sens à ce qu'on fait, parce que c'est ça notre intérêt, c'est de comprendre
dans la globalité, la dans la personne, globalité, la personne se piéger, quoi. se piège, quoi. J'entends en tout cas que toutes ces représentations, c'est pas des caractéristiques du haut Voilà, potentiel, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un lien? Enfin là, c'est moi qui pose la question ouais. de se dire on le retrouve à différents niveaux. Est-ce que de nouveau, est-ce que c'est ce QI, cette différence quand même qui se Mmh. marque à un moment Mmh. donné dans un système où on attend quand même que, enfin, moi, je trouve que notre système est quand même très Tout à fait. normalisé. Il faut rentrer dans le moule, il faut rentrer dans le Mmh. système. Et si on n'y rentre pas, et si on n'est pas, voilà, on est d'accord de suivre. Tu Ouais, parlais du sentiment d'injustice. Tu as raison, on l'a tous, mais est-ce qu'on l'exprime tous? C'est pas toujours conseillé dans notre système scolaire, crier à l'injustice auprès d'un enseignant. ouais, Enfin voilà, ça ouais, risque d'amener du conflit, ça risque d'amener de l'opposition, un professeur qui peut se braquer. Donc de dire, il y a il y a beaucoup d'enfants qui vont simplement dire oui, je trouve ça injuste, mais bon voilà, mon comportement, je vais le modérer, je vais le tempérer, ouais. et voilà. Est-ce que Et ça, donc c'est c'est des compétences déviance émotionnelles, entre ça, guillemets? Oui, c'est tu ça, vois? mais je veux dire, est-ce que cette, ces éléments-là ont quand même un lien, peut-être pas direct, parce que comme tu dis, ils ne sont pas des caractéristiques mais est-ce qu'ils Ouais, ne sont pas liés à ce point de départ qui est de dire finalement, par le haut potentiel, on identifie que c'est un enfant qui a une différence au niveau intellectuel dans un système scolaire où on attend, enfin, ouais, l'intellectuel est tout ouais, le temps en question. ouais. Ouais, en fait, mais je trouve que c'est intéressant parce que dans ta question, le sens en fait de ta question est juste, mais je n'arrive pas à mettre mes idées en place pour répondre. En fait, que tu te demandes si, ok, cet enfant qui a au potentiel a eu telle réaction, est-ce que ça peut être lié à son potentiel? Ben, pourquoi pas, en fait. Moi, ce qui Mhm. m'embête, c'est quand on fait une association directe de dire, ah, il a un sentiment d'injustice, c'est parce qu'il a au potentiel, enfin, de faire un Mhm. lien de Oui, c'est causalité. le sens inverse. Oui. Oui. Par contre, c'est sûr que, comme tu dis, avec les exigences du système scolaire actuel, bah oui, ça peut amener des enfants à pas se sentir bien, à pas réussir à, à rentrer dans cette norme. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il y en a plein d'autres qui rentrent pas dans la norme, quoi. Plein d'autres avec plein d'autres Bien sûr, difficultés. oui, 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 bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que au niveau, enfin, ça serait une autre question bien plus large encore. C'est juste une question que je me pose. Est-ce que l'école aujourd'hui, dans sa manière de fonctionner, finalement reconnaît l'intelligence au Mhm. sens tel qu'il est identifié dans Ouais, la vitesse de raisonnement, etc., de se non, dire, voilà, souvent encore, on va évaluer mhm, d'autres choses et de se dire, ben là, cet atout n'est peut-être pas forcément mis en valeur non, dans un système scolaire et c'est donc clair. finalement, il y a peu de reconnaissance, une difficulté à s'identifier, du coup, à se dire, Tout à fait. mais je sens que j'ai des facilités, je sens que je comprends plus Ouais, vite mais en même temps, mes résultats ne suivent pas parce que qu'est-ce qu'on a évalué? Est-ce qu'on a évalué ma exactement. capacité à comprendre la Ouais. matière ou à évaluer autre chose? Donc, Oui, et ce que c'est j'entends à complètement nouveau. d'ouverture, quoi. Mhm. On leur laisse pas beaucoup, effectivement, la possibilité de développer leur potentiel, quoi. Mhm, mhm. Je vois Frédéric qui mène notre fils est HP est très intelligent, mais son parcours scolaire à nouveau reste compliqué car il a tendance à sélectionner Mmh. les tâches qu'il apprécie, à bâcler celles qui ne lui semblent pas importantes. L'émotionnel, par contre, prend également le dessus sur beaucoup d'aspects du quotidien, l'injustice, les règles, l'opposition, la fatigue, des crises existentielles. Nous nous posions la question de l'avancement scolaire l'année dernière, mais finalement, cette année, il semble trouver j'ai pas la suite. Le message est trop long. Il semble finalement son compte, je suppose. Ouais, et il est en quelle année, du coup, en fait? Heu, Ça, je ne sais pas. mais donc oui, effectivement, il y a des écoles qui commencent à proposer des approches pédagogiques différentes. En deuxième Il est en secondaire, deuxième. oui, j'imagine. Ouais. Euh, oui, mais donc de nouveau, en fait, je radote un peu, hein, mais vraiment parce que j'insiste là-dessus. En fait, ben, moi, ça m'intéresserait en fait de l'avoir en face de moi et de pouvoir lui dire, mais en fait, qu'est-ce qui fait en fait que c'est si difficile de faire un truc que t'aimes pas, que de bâcler, enfin, en fait, de travailler l'investissement, la motivation, en fait, sa représentation aussi hein, du haut potentiel. En fait, qu'est-ce qu'il a intégré dans ce haut potentiel? Est-ce que haut potentiel veut dire d'office
faire tout sans, enfin comme on l'a dit tout à l'heure, hein, faire tout sans devoir travailler, pas trop fournir d'efforts, parce que ça c'est vrai que cette notion de l'effort, c'est, enfin, c'est une réalité, quoi. Il y a rien à faire, et ça s'apprend. Enfin, ça s'apprend pour tous les ados, mais alors Mhm. d'autant plus chez ceux qui n'ont pas dû travailler en primaire, quoi. Ils arrivent, ils sont confrontés tout d'un coup à devoir fournir un effort mental. Ça leur paraît une montagne. Et donc voilà, travailler tout ça de manière plus individuelle, au niveau vraiment comportemental, et alors aussi un niveau émotionnel. Bon, alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a une des hypothèses, c'est que les personnes à haut potentiel vont être en mode un peu résolution de problème. Et donc en fait, par leur vitesse de raisonnement, vont traiter l'émotion au niveau rationnel avant de traiter l'émotion au niveau du ressenti émotionnel. Et donc ça peut parfois générer un décalage en fait entre le moment où l'émotion est ressentie et le moment où en fait la situation a déjà été tout à fait analysée, pliée. Et donc en fait ça peut faire un espèce de décalage au niveau émotionnel. Mais franchement, je vous invite à lire le livre de Sophie Brasseur et Catherine Cuche qui s'appelle Le haut potentiel en question et qui répond de manière super facile et agréable à ces questions-là. Et voilà, et surtout en cassant un peu les mythes Je du haut potentiel. partagerai on partagera, je l'indiquerai dans le chat, comme ça les personnes peuvent directement aller Ok. le consulter. Il y avait quand même une question, parce qu'elle a été déjà posée 2 fois par Laurent, c'est vrai que je l'ai un peu passée. TSA et Ouais. HPI sont-ils compatibles? Alors peut-être TSA, peut-être expliquer pour tout le monde. Oui, donc le TSA, c'est le trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est un trouble neurodéveloppemental. Hein, c'est une catégorie, là, pour le coup, c'est une vraie catégorie qu'on retrouve dans le fameux DSM, qui est notre manuel diagnostique en psychiatrie. Enfin, et pas que dans celui-là, hein, mais voilà, c'est un vrai trouble qui a été étudié. Et en fait, à la différence que le HPI, donc, je le rappelle, n'est pas un diagnostic, n'est pas un trouble en santé mentale. Alors, ils sont compatibles dans le sens où on a tous ces profils Asperger. Et donc, d'ailleurs, on parle plus d'autisme, on parle de spectre. Ben, c'est justement l'idée de dire qu'on peut, enfin, voilà, on est un continuum, quoi. On peut être un peu, enfin voilà, on peut être partout sur le spectre. Euh, et donc oui, on a dans l'autisme de haut niveau des personnes qui ont un très très bon niveau intellectuel, mais qui ont des particularités du coup du TSA et qui sont très spécifiques au TSA. Et ça, on est au point enfin on est au point. En tout cas, on a des critères diagnostiques pour le TSA. Donc ça, y a pas de souci. L'un n'empêche pas l'autre, quoi. Vraiment. Mhm. Mais ça ne doit pas être associé. Donc c'est compatible, mais pas corrélé immédiatement, quoi. Mhm. Je sais pas Moi, si je j'avais une réponds dernière correctement à la question question du coup, plus Laurence. Pardon. Oui, une dernière question. Moi, on a parlé de cette association TDAH et HP. Euh, Tu parles de la rapidité d'exécution, là où un oui, trouble de l'attention, lui, va pouvoir rencontrer peut-être oui. comment ça se passe à ce niveau-là. Alors, il y a une opposition, il y a. Oui, bah oui, bah c'est clair, Oui, bah, c'est le clair. TDAH va venir interférer clairement avec le HPI. Après, ça va être plus dans la vitesse de traitement, mais pas forcément, bah justement, donc c'est d'où l'intérêt de parler des zones de haute potentialité. C'est que, par exemple, typiquement dans un profil, dans un test de QI, on peut tout à fait avoir j'en ai eu un il y a très très longtemps d'ailleurs, mais qui était très 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 bon en tout ce qui était échelle verbale. Mais par contre, en vitesse de traitement, il n'était pas du tout bon parce que c'était déjà de 1. C'est des épreuves en vitesse de traitement. Il faut savoir qu'en QI, c'est des trucs où il faut barrer ou remplir des codes. Enfin, c'est pas très motivant, quoi. Et donc, Mhm. forcément, pour un TDAH, quand il n'y a pas un objectif motivant, qu'il n'y a pas de récompense immédiate, c'est pas très valorisé. Enfin, ça ne donne pas envie. Donc, il était Mhm. vraiment ralenti pour ce type de tâche, quoi. Par contre, tout ce qui lui demandait vraiment l'effort, enfin, en verbal, du coup, voilà, ils peuvent être, mais ça peut être des zones de potentialité ailleurs, hein. On peut avoir des personnes qui Oui, c'est ont, ça. alors, de nouveau, quand on analyse un test de QI, c'est pour ça que je dis parfois, il faut vraiment avoir quand même un regard assez précis. Moi, j'adore analyser, par exemple, les profils anxieux qui passent des tests de QI, parce que, ben, voilà, ça peut être justement des personnes qui vont, enfin, après, on a tous les cas de figure, mais j'en ai eu il y a pas très longtemps avec des zones de haute potentialité au niveau de la vitesse de traitement, par exemple. Ça paraît bizarre, mais par contre, là, vraiment une rapidité extrême, quoi. Mais par contre, dans les épreuves verbales, il y avait tellement d'anxiété que finalement, en fait, c'était une personne qui perdait un peu ses mots, qui avait un peu du mal à s'exprimer, mais on voyait vraiment que c'était le stress, en fait, qui empêchait de développer correctement ses compétences, quoi. Mhm. Et là, c'est vrai que je l'ai pas montré, du coup, mon petit modèle, là, mais c'est important de bien se Mhm. rappeler, enfin, on peut vite le montrer, mais Dans le cadre d'un double diagnostic, enfin diagnostic, oui. tu as Ah bien oui, insisté sur le fait de dire le HP n'est pas un diagnostic, mais euh,
dans le cadre d'une double identification, de se dire, ben, il y a un HPI, mais il y a un trouble anxieux, etc., Ouais, l'approche va être d'abord de traiter, j'imagine, le trouble anxieux ou le trouble de tout à fait. l'attention Mmh. euh, pour, Oui, oui. pour aider le jeune, quoi. Oui. Oui, en s'appuyant sur les bonnes capacités. C'est une super ressource, en fait. Mhm, Pouvoir se dire: «En mhm, fait, j'ai des ressources de dingue». Moi, il y a rien à faire, j'adore bosser donc je dis donc je suis psychologue spécialisée en neuropsy parce que de plus en plus, je propose des suivis, de type, cognitivo-comportemental. Donc je suis formée à des thérapies, des TCC. Donc c'est vrai que je fais de plus en plus de suivis et je vais pas le cacher, j'adore travailler avec les gamins, HPI parce qu'en fait, il y a une forme de facilité dans le sens où, c'est des gamins qui vont assez vite comprendre l'intérêt, en fait, de la prise en charge. Et ça, au niveau de la mhm. mobilisation du coup de l'enfant, en fait, c'est génial, quoi. C'est que du coup, il y a vraiment une adhérence en fait à la thérapie qui est, enfin, que je trouve quand même assez intéressante, quoi. Après, bon, voilà, Ok, une adhérence, une adhésion, peut-être plus adhésion qu'adhérence. adhésion, ouais. Il reste pas collé chez moi. Mais donc, Dis, écoute, le temps file. Et c'est vrai que c'est un sujet qui, ben voilà, qui ouais, suscite beaucoup de questions et je te remercie en tout cas. Enfin, je trouve que le propos était quand même bien nuancé, de ne pas mmh, tomber dans l'étiquetage. Je pense que c'est ouais, à retenir. Des caractéristiques toutes faites qui seraient mmh, automatiques et attribuées à tous, de dire c'est beaucoup plus fin que ça. bah J'entends oui, que ben, c'est une question d'individu, de personne et le test de QI restant quand même un premier indicateur. mmh Mais comme mh, tu disais, est-ce qu'il faut tester alors que tout va bien et que finalement l'enfant bah, le vit bien. mmh Peut-être si on a une difficulté, alors ça peut être intéressant, mais voilà. Est-ce que tu as accès, Hélène, aussi au chat, peut-être? Est-ce que je peux te oui, confier la tâche de mettre la référence oui, le nom des auteurs et la référence oui, oui, du oui, livre dont tu as parlé, qui permettrait d'aller un petit peu plus loin aussi, peut-être pour ceux qui nous ont écoutés et qui voudraient en savoir un oui, petit peu plus. Je mentionne aussi le fait que tu donnes beaucoup de formations sur le oui, sujet au potentiel, parce qu'ici on n'a pris que 45 minutes pour en parler. C'est vrai que, comme tu disais, il y a énormément de choses à dire. Je pense que tu donnes des formations de 2 journées complètes ouais, sur le sujet, avec, ben, j'imagine, encore plus d'outils aussi et de techniques d'accompagnement. ouais. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert aux Mais professionnels, aux parents? ouais, c'est ça que je dois regarder. Par contre, j'ai pas accès. Je vois les commentaires, mais je sais pas en écrire. C'est possible ça? Ah, ok. Je vais m'en occuper. Alors, il faudra juste que. Est-ce que tu peux me l'envoyer dans le chat privé? Si tu Ah m'envoies la oui. référence dans le chat Ouais, privé, alors moi, ouais, je peux le transférer dans le commentaire. Oui, bah non, du coup, je te mettais en double tâche parce que je te demandais de faire ça, plus de ouais. répondre à ma question. Donc, Surtout qu'en c'est plus, pas moi, pour le idéal. coup, j'ai un bon vieux TDAH, donc ça va pas être facile, mais je vais y arriver. Parce que comme j'ai un HPI, bon, c'est pas vrai. Mais donc, je t'envoie déjà le premier. Ta question, c'était, oui, les formations. Donc, en 2024, je donne 2 journées de formation au centre Singularité Plurielle. Donc, il y a le centre de Sophie Brasseur, justement, et Catherine Cuche. Donc, c'est le fameux livre que je viens de partager. Donc, ça, c'est un chouette livre, assez facile à lire. Donc là, je donne 2 jours de formation, mais je pense que ce sera pour un public, je pense, mais donc à vérifier, plutôt psy. Je donne aussi une formation avec neurotransmetteurs et donc ça, c'est neurotransmetteur.com, c'est en novembre, je ne sais plus trop, oui, par là. Et là aussi, il faudra vérifier le public. Et alors, par contre, je vais avoir l'occasion de redonner 2 jours de formation avec la formation continue de Vinci. Donc, c'est tout ce qui est Mariaps, etc. J'ai donné 2 journées de formation là en décembre et donc on va reproduire ça. Et là, par contre, c'est accessible à qui veut, quoi. Donc, enfin, à qui veut, à toute personne qui est intéressée par le potentiel intellectuel. Mais malheureusement, j'ai pas encore les dates pour ça. Donc, ce que je peux suggérer, c'est de me suivre sur Facebook. J'ai un profil qui s'appelle Hélène Jacques Neuropsy et je vous accepterai avec grand plaisir si ça vous intéresse. Et je publierai certainement les dates des formations. Je mets Neuropsy, je mets ici donc ton nom Neuropsy. Dis-moi si c'est bien correct. Donc ça, c'est ta page Facebook euh, où on peut te suivre et donc où tu updates aussi sur les dates de formation, etc. Ouais, Qui sont envisageables. N'hésite pas si jamais il y a d'autres liens que je peux partager. Je vois que tu as ouais. mis un autre Donc je t'ai ouvrage mis les aussi. 3 livres. Oui, Donc le haut potentiel voilà. en question, c'est le plus facile à lire, qui est vraiment très très chouette. Il y a pom pom pom, je dis quoi? Oui voilà, psychologie du haut potentiel, c'est déjà une bonne brique. J'avais prévu de le prendre, je l'ai oublié au boulot.
c'est assez pointu, quoi. Donc, il faut vraiment avoir envie d'aller en profondeur sur le haut potentiel. C'est tout à fait accessible, hein, mais c'est vrai que, voilà, peut-être que si vous n'êtes pas professionnel du haut potentiel, ça vous intéressera moins que finalement Mhm. le haut potentiel en question. Et le surdoué ordinaire, il faut juste s'accrocher parce que Nicolas Gauvry, c'est un grand scientifique et donc voilà, c'est peut-être moins facile à lire, mais super intéressant quand Donc, même. j'entends le haut potentiel en question, en tout cas de Sophie Brasseur, Catherine Cuche. Oui, Te suivre sur Facebook, donc pour les dates de formation, celles que tu donnes. oui, Est-ce que tu es OK que je partage ton adresse email si les gens veulent oui, t'écrire oui, ou oui, pas de tu as souci. une adresse Bah, donc hjneuropsy@gmail.com, pas de souci. Et alors, moi, ce que je peux vous inviter à faire aussi, c'est de suivre la page Le Haut Potentiel en question sur Facebook de Sophie Brasseur et Catherine Cuche. Elles sont en train vraiment d'essayer de travailler justement la diffusion du contenu et on est assez, enfin, moi, je me suis alignée sur leurs travaux, donc je n'invente rien. Euh, donc voilà, en gros, OK. c'est toujours assez scientifique. Enfin voilà, il y a vraiment cet intérêt de se baser sur des données qui ont été validées, quoi. Mhm. Hélène, un tout grand Voilà. merci d'avoir partagé. Il y a plein de merci. J'espère que tu peux les Bah voir oui, aussi, qui je sont vois, arrivés merci. au fur et Merci. à J'espère que j'ai pas mesure. trop remué tout Euh, le monde. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour le partage d'infos. Donc la suite, je dis, tu as donné plein de pistes d'ouvrages, la Ouais, page Facebook, ta page Facebook, donc on a partagé ici sur le lien, et puis la page Facebook du livre, c'est ça, enfin, des tout à auteurs fait. du Ouais, livre, le haut potentiel en question, donc qui donne aussi pas mal d'infos. N'hésitez pas, et j'ai partagé également dans le chat ton adresse mail, donc si jamais vous êtes curieux, vous êtes intéressé d'en savoir un petit peu plus par rapport à de l'accompagnement, par rapport à de la formation, n'hésitez pas à écrire à Hélène ouais, pour avoir plus d'infos. Un tout, avec tout grand merci plaisir. Hélène d'avoir pris le temps pendant cette soirée de partager toutes tes connaissances et ton Avec regard en tout cas sur le haut plaisir. potentiel. Nous, on va se retrouver dans 15 jours. On va changer de sujet. On va parler du jeu vidéo comme un étant un outil au service des apprentissages, de savoir si on doit forcément l'interdire à nos enfants ou si finalement il y a peut-être des choses intéressantes à développer. On aura la chance de recevoir Gaël Gilson qui viendra nous parler de toutes les recherches qui ont été menées et surtout nous présenter l'un ou l'autre jeu qui peuvent développer des compétences très intéressantes pour l'enfant au service de ses apprentissages. Donc, je me réjouis déjà de cet échange. Ce sera dans 15 jours. On sera déjà à la mi-février. Maintenant, je n'ai pas la date comme ça en tête. Je ne me trompe pas. Je pense que c'est le 13. 13, le mardi 13. C'est toujours le mardi qu'on se retrouve à 20 heures, le 13 février. Donc, avec Gaël Gisson sur les jeux vidéo. Mais on vous en reparlera de toute façon sur la page Facebook puisque on présentera son intervention. Hélène, je rappelle à tous nos auditeurs que ceux qui ne nous ont pas suivis ou qui ont raté une partie du live, donc est toujours disponible sur la page Facebook. Tu peux aussi le partager sur ta page si tu le souhaites. Euh, donc, Super, n'hésitez pas à venir voir le replay si vous avez manqué des parties ou si vous voulez revoir certains moments de l'interview. super. Très belle soirée à toi. Merci. Je peux Et, couper? euh, et Enfin, écoute, oui, comment je dois tu faire? peux nous quitter, mais je dis au revoir, disons vite au Ah revoir d'accord. à nos Ça va. auditeurs. À très bientôt, à dans 15 jours, en tout cas, en ce qui me concerne. Bonne soirée. Merci, merci.